tous et à toutes et bienvenue. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au webinaire de PEI, Booster les opportunités dans le Sahel. Perspective régionale sur l'inclusion productive et la protection sociale adaptive. Je m'appelle Marvi Mehman et je suis le membre de Advisory Council de PEI World Bank. Avant de démarrer, commençons par quelques instructions. Nous sommes impatients d'entendre parler de cette riche expérience et d'avoir une session interactive et engageante. Nous vous invitons donc à vous présenter et à commencer à poser vos questions aux intervenants dans le chat en réunion. L'interprétation simultanée est assurée en arabe, anglais, espagnol et portugais. Veuillez cliquer sur l'icône de globe dans le plateforme Zoom en bas de votre écran pour changer de langue. Pour les nouveaux venus, un peu d'histoire. La série de webinaires PEI Open House rassemble des experts mondiaux et nationaux sur leurs réflexions stratégiques autour de la programmation et des innovations en matière d'inclusion économique dans les différents pays. L'événement d'aujourd'hui est le fruit de la collaboration de PEI avec le programme de protection sociale adaptive au Sahel. Son objectif est de susciter une réflexion sur ces programmes et leur portée dans la région de Sahel. Nous avons un excellent panel qui partagerait brièvement des expériences sur les mesures d'inclusion productive dans la région, en proposant des recommandations et des bonnes pratiques pour la mise en œuvre de ces mesures, ainsi qu'une réflexion sur les principaux défis à relever. Passons maintenant à l'ordre du jour. Nous examinerons d'abord une brève introduction à ces programmes d'inclusion productive au Sahel. Ensuite, un excellent panel de représentants expérimentés de la région du Niger et du Sénégal partagerait avec nous, sous différentes perspectives, des aspects opérationnels, critiques et de mise à l'échelle. Dans l'intervalle, nous donnerons un aperçu des impacts positifs démontrés par les études d'évaluation d'impact. Et enfin, une vue d'ensemble unique par l'ONG et partenaires techniques Tricolab. Au fur et à mesure, je présenterai personnellement nos invités d'honneur. Nous commencerons par M. Thomas Boussereau, économiste principal à la Banque mondiale et responsable de la thématique inclusion productive du programme régional de la protection sociale adaptive au Sahel. À vous, Thomas. Merci beaucoup, Marvi. J'espère que vous m'entendez et que vous voyez mon écran. Je vais donc faire une très brève introduction à ce programme. Beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, mais je vais en rappeler les grandes lignes. Et ensuite, comme Marvi l'a expliqué, les panélistes vont pouvoir rentrer dans des questions plus précises de mise en œuvre, de leçons qui ont été tirées de cette expérience et de perspectives de mise à l'échelle. À l'origine, le programme a été conçu dans l'objectif de renforcer l'inclusion économique des plus pauvres. Il prend place dans les débuts de la mise en place des filets sociaux dans les différents pays du Sahel. Et en plus de l'assistance que les filets sociaux peuvent donner aux ménages les plus pauvres, et donc leur impact sur la consommation, les besoins de base, la question était comment renforcer l'autonomisation économique et la résilience des bénéficiaires. Alors, on sait que donner des transferts monétaires en tant que tel a déjà un impact positif sur cette résilience et sur le bien-être des populations. Mais il était aussi clair déjà à l'époque, c'est en 2014-2015, que des programmes qui complètent le cash avec d'autres mesures peuvent avoir des effets encore plus forts sur les activités productives notamment, et donc permettre aux ménages bénéficiaires de lancer des activités génératrices de revenus et d'avoir une meilleure résilience face aux chocs. On avait notamment ces exemples de programmes. Excuse me, we can't see your slides. Oh, OK. Oui. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon maintenant, okay, merci. Okay. Excusez-moi. Donc, je disais qu'on avait
ces exemples de programmes multidimensionnels d'inclusion économique qui avaient été mis en place par des ONG dans plusieurs pays. C'est le modèle BRAC qui s'était montré très prometteur avec des résultats bien documentés et très positifs pour les bénéficiaires. Mais l'enjeu, c'était un peu que ces programmes étaient assez intensifs et assez coûteux quand ils étaient mis en place comme des programmes autonomes et c'était des programmes souvent mis en place à relativement petite échelle par des ONG. Et donc, ce qui s'est produit au Sahel et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est que les filets sociaux, les systèmes nationaux de filets sociaux, ont pris en charge la mise en œuvre la conception et la mise en œuvre de mesures d'inclusion économique sur ce modèle multidimensionnel et l'ont mis en œuvre par les systèmes des filets sociaux. On va voir que la mise en œuvre a été satisfaisante pour des coûts raisonnables et que les résultats d'évaluation d'impact montrent que l'efficacité est très importante, notamment au regard des coûts, même s'il y a bien sûr quelques variations entre pays. Alors, très rapidement, pour faire un historique très bref, c'est une approche qui a été la plus rigoureuse et la plus collaborative possible. Il y a eu une première phase avec l'ensemble des pays du Sahel pour identifier les contraintes et savoir quelles sont les contraintes que les ménages rencontrent et donc quelles sont les contraintes que le programme doit lever. De nombreux partenaires ont été associés à cette phase-là, de Tricolop, Sésame, des experts internationaux. Et cette phase a mené à la phase de conception du programme, là aussi en large collaboration avec des ONG, des techniciens, pour définir le programme, dont je vais parler dans un instant. La mise en œuvre ensuite a eu lieu pour un certain nombre de bénéficiaires de filets sociaux entre 2017 et 2020. Et il y a eu ensuite une phase d'évaluation et de capitalisation de toutes les leçons opérationnelles de cette phase pilote qui a culminé, si on peut dire, pendant cet atelier régional qu'on a eu à Dakar en novembre 2022, où l'ensemble des acteurs et des participants sont rassemblés pour discuter des leçons. Et on est maintenant dans cette phase de réflexion sur la mise à l'échelle. Alors, quel était le programme? C'était un ensemble donc, de mesures qui a été mis en œuvre de façon coordonnée et séquencée, commençant par la formation de groupes d'épargne, au cours desquels les femmes bénéficiaires du programme, c'était essentiellement des femmes, se retrouvaient pour épargner collectivement et octroyer des petits crédits. Il y avait une formation en micro-entrepreneuriat pour apprendre les principes de base de la gestion d'activités génératrices de revenus, du coaching qui a été mis en place tôt et qui s'est poursuivi sur l'ensemble du programme pour qu'un intervenant puisse aider les ménages à prendre des décisions sur leurs activités économiques et de façon plus générale sur leur vie économique et sociale. Une sensibilisation communautaire qui se basait sur la projection d'une vidéo et une discussion très large avec le village ou l'ensemble de la communauté pour parler des objectifs du programme et de l'importance de l'émancipation économique des femmes, notamment. Des formations qu'on appelait ateliers de compétences de vie pour aussi, parler des compétences de communication, de gestion des conflits, d'affirmation personnelle. Et enfin, en fin de programme, une subvention qui est entre 80 000 et 150 000 francs CFA selon les pays pour aider les bénéficiaires à démarrer ou à étendre leurs activités économiques. Alors, la mise en œuvre a été faite selon un calendrier qui a varié un petit peu selon les pays, mais de façon générale, ça a duré entre 12 et 18 mois. Et tout a été fait, ou presque, avant la pandémie de Covid-19, sauf au Burkina Faso, où les subventions ont été décaissées, comme vous le voyez en bas, là. Les subventions ont été décaissées après le début de la pandémie. Et on y reviendra très rapidement. Cette phase pilote a touché en tout 53 400 ménages. C'est déjà une échelle importante qui a permis de tester vraiment le modèle en conditions réelles, hein, en conditions de mise à l'échelle. Et le type de population couverte a varié un petit peu selon les pays. Par exemple, le Sénégal a choisi de mettre en œuvre le programme dans des zones urbaines, alors que les autres pays ont choisi de mettre en œuvre dans des zones rurales.
Le Burkina Faso, malheureusement, est entré dans cette période dans une phase de grande fragilité et d'insécurité qui va affecter les résultats. Et pour rappel, tous les bénéficiaires du programme étaient des bénéficiaires des programmes de filets sociaux à la base, donc recevaient déjà l'assistance par transfert monétaire et étaient dans leur immense majorité des femmes. Juste un point pour noter que le Tchad et le Mali ont également mis en place des mesures productives, mais avec une approche un petit peu différente et ils n'ont donc pas été fait partie de l'étude régionale dont on va parler ici, mais ils ont aussi accumulé une expérience importante sur ces questions. Voilà pour cette brève introduction. Excusez-moi pour le problème de présentation au début. Je passe maintenant donc la parole à Bassirou Marvi, si c'est bien ça. Merci beaucoup, Thomas, pour les paramètres principaux des programmes à l'échelle, qui est les phases pilotes et le coaching et tout ça. Et maintenant, on va passer pour la perspective régionale de Niger. Je vous présente M. Karimo Bassirou, qui est le responsable suivi évaluation projet filets socio-adaptifs à Niger. À M. Karimo. Monsieur Karim, on ne peut pas vous entendre parce que vous n'avez pas fait unmute votre écran. Monsieur Karimou, on ne peut pas vous entendre. S'il vous plaît, unmute votre... En bas à gauche. En fait, oui, c'est bon maintenant. En fait, quand je clique sur mute, là, il me dit on ne vous autorise pas à désactiver. Maintenant, c'est bon. Vous m'entendez? Allô? Oui, c'est bon, Bassirou, merci. Vous pouvez y aller. OK, d'accord. Donc, je me présente, c'est Bassirou Karimou, je suis responsable suivi et évaluation du projet filet socio-adaptatif Wadarta Talaka du Niger. Donc, je vais partager avec vous l'expérience du Niger en matière de mise en œuvre du programme d'inclusion productive, mais également quelques expériences et les leçons tirées de certains pays avec lesquels nous avons partagé cette expérience-là. Je partage mon écran ou bien vous... OK, c'est bon. Continuez à partager alors. Donc, je vais d'abord commencer à vous parler de la mise en œuvre du projet d'inclusion productive au Niger. Comment le Niger a mis en œuvre son programme d'inclusion productive. D'abord, qui sont les acteurs les mieux placés dans chacune et pour la mise en place, la mise en œuvre de chacune des mesures dont Thomas a parlé tout à l'heure. Nous avons 4 grands groupes d'acteurs. Nous avons d'un côté les acteurs du dispositif mis en place par les projets filets sociaux. Nous avons les ONG locales qui ont été recrutées pour la circonstance. Nous avons des cabinets spécialisés de formation qui ont été également recrutés pour la circonstance et des volontaires communautaires qui ont été recrutés au niveau des villages d'intervention, donc au sein même des communautés bénéficiaires. Donc, le programme d'inclusion productive du Niger s'est appuyé d'abord sur les opérateurs de terrain, notamment le dispositif du projet filets sociaux, qui sont basés au niveau des communes. Donc, au niveau de chaque commune d'intervention, il y a un opérateur de terrain, là, un agent du projet qu'on appelle opérateur de terrain, qui a assuré l'encadrement et le suivi du programme au niveau de toutes les activités. Le programme d'inclusion productive du Niger s'est appuyé également sur le système de paiement du projet filets sociaux pour le paiement des subventions aux bénéficiaires.
notamment à travers des institutions de microfinance qui ont été déjà recrutées, qui assuraient les paiements réguliers des transferts monétaires. Il s'est également appuyé sur les volontaires communautaires que nous avons appelés coachs, qui ont été recrutés au niveau des villages et formés par nos prestataires spécialisés, mais également par le personnel du projet à travers certaines thématiques. Donc, ces volontaires communautaires-là ont assuré le coaching et le suivi des groupes d'épargne directement au niveau des bénéficiaires. Nous avons le quatrième groupe, les cabinets spécialisés qui ont été recrutés pour assurer d'une part la formation des ONG locales, le personnel des ONG locales. Nous allons voir le travail que les ONG locales ont assuré, mais nous avons recruté des cabinets spécialisés qui ont assuré la formation de formateurs, mais également c'est des cabinets qui ont assuré les sensibilisations communautaires pour, nous l'avons vu, les projections de films là pour les sensibilisations communautaires. Maintenant, le dernier groupe d'acteurs, c'est les ONG locales. Principalement, c'est des ONG locales qui ont été recrutées et qui ont assuré les formations transversales, notamment les formations en micro-entrepreneuriat et les formations en compétences de vie. Donc, ça, c'est les ONG locales qui ont assuré ces formations-là. Mais également, nous avons aussi des ONG internationales qui nous ont appuyés comme TRICLAP, qui ont renforcé les capacités des ONG nationales. On continue, slide. Voilà. Donc, à présent, je vais partager avec vous, dans le Sahel, les différentes modalités qui ont été utilisées avec succès, et notamment par les différents pays qui ont mis en œuvre ces programmes d'inclusion productive. Nous avons 3 options. La première option a consisté à intégrer ces programmes d'inclusion productive dans les programmes de filets sociaux existants. Au niveau de cette option-là, nous avons le cas du Niger et du Burkina Faso qui l'a testé au niveau de 2 provinces, mais au Niger, c'est l'intégralité, dans l'ensemble des zones d'intervention que le programme d'inclusion productive a été intégré au programme de filets sociaux. Ici, nous avons le personnel du projet filets sociaux, y compris le personnel de terrain qualifié qui ont été recrutés par le projet, ont assuré la formation et la supervision du personnel local sans qualification qui, à leur tour, ont joué le rôle de coach. Donc, nous l'avons vu, c'est les opérateurs de terrain du projet existant qui ont formé le personnel non qualifié sur le terrain, c'est-à-dire que les volontaires, les coachs. Il y a eu également une contractualisation avec des prestataires externes pour certaines tâches spécialisées, notamment, nous l'avons vu, des ONG, des cabinets, et pour les formations, les sensibilisations communautaires, mais également pour d'autres tâches. Ça, c'est pour la première option, ça concerne le Niger et le Burkina Faso. La deuxième option est une option hybride avec ONG ou entreprises privées et le personnel des systèmes de filets sociaux gouvernementaux. Donc ici, c'est le cas du Tchad et du Sénégal qui ont mis en œuvre cette deuxième option-là. Ici, nous avons des ONG qui font partie du système de filets sociaux existant, qui forment et supervisent le personnel terrain qualifié et le personnel local sans qualification. Donc ici, nous voyons les ONG qui assurent la formation du personnel du projet qualifié, mais également des volontaires et du personnel non qualifié qui a été recruté au niveau terrain. Ici également, nous avons toujours la modalité de contractualisation avec des cabinets de formation ou des formateurs pour les formations spécifiques. Donc, maintenant, pour la troisième option, c'est la mise en œuvre, c'est une externalisation totale de la mise en œuvre à travers des ONG. Ici, nous avons la Mauritanie et le Burkina qui ont testé, le Burkina, c'est au niveau de 2 provinces qui ont testé cette option-là. Ici, nous avons des ONG qui ont été contractées avec l'ensemble, pour mettre en œuvre l'ensemble du programme sur le terrain. C'est des ONG privées qui ont été recrutées, qui ont mis en œuvre l'intégralité du programme
d'inclusion productive sur le terrain. Nous avons également l'ONG Trickle Up qui, sur ses propres fonds, a eu à mettre en œuvre un programme d'inclusion productive, notamment au niveau du Burkina Faso. Continue. Maintenant, pour le ratio d'encadrement du personnel et des bénéficiaires et le choix des coachs. Au niveau du ratio d'encadrement, on voit qu'il varie. Au niveau du Niger et du Burkina Faso, c'est surtout au niveau du Niger et du Burkina Faso qu'on observe un plus grand nombre de bénéficiaires par agent d'encadrement. On voit qu'au Niger, c'est à environ 596 bénéficiaires par agent d'encadrement, contre 514 au niveau du Burkina Faso. Par contre, au niveau du Sénégal et de la Mauritanie, on observe un tout petit nombre d'agents et de bénéficiaires par agent d'encadrement. Maintenant, voyons sur le terrain concrètement qui a mis en œuvre les activités de coaching. Là également, ça varie en fonction des pays. Au Niger et au Burkina Faso, c'est le personnel terrain sans qualification, notamment les personnes aux ressources locales que nous appelons volontaires ou coachs. Ce sont ces personnes-là qui ont mis en œuvre le coaching directement auprès des ménages bénéficiaires. Par contre, au Sénégal et en Mauritanie, c'est le personnel de terrain qualifié, notamment les agents de terrain du projet au niveau du Sénégal et le personnel des ONG en Mauritanie. Mais en résumé, il faut noter que toutes ces deux modalités-là ont montré de bons résultats. Donc, l'utilisation du personnel de terrain qualifié augmente les coûts. Malgré que l'utilisation du personnel qualifié augmente les coûts, plusieurs acteurs ont considéré cette modalité préférable pour la mise à l'échelle. Mais quand même, il ne faut pas oublier que l'autre option qui utilise les personnels non qualifiés, l'avantage majeur, c'est que le personnel non qualifié reste toujours sur le terrain, même après le départ du projet, parce qu'actuellement, on l'a un peu observé sur le terrain. Après le départ du projet, le personnel non qualifié qui a été recruté dans les villages continue les encadrements, contrairement au personnel qualifié qui, généralement, on ne peut pas trouver au sein des communautés, on les amène d'ailleurs et à la fin du programme, ils quittent. Mais malgré tout, quand même, la plupart des acteurs ont considéré la modalité d'utilisation du personnel qualifié pour les mises à échelle. Donc, on continue. Monsieur, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps. Si vous pouvez finir en 1 minute, s'il vous plaît. D'accord, c'est bon. Les coûts de mise en œuvre. Ici, on a observé que les coûts de mise en œuvre sont beaucoup plus bas lorsque le programme d'inclusion productive est intégré dans des programmes existants, contrairement s'il est mis en œuvre par des ONG indépendantes. On voit qu'ici, le coût maximum est de $575, alors que si c'est une ONG indépendante qui met en œuvre, les coûts peuvent aller au-delà de $1000. On a vu également que l'intégration au sein des programmes existants de filets sociaux permet une mutualisation des coûts, notamment des ressources matérielles, et à travers le partage de données pour l'identification et pour la supervision et le suivi sur le terrain. Nous avons observé également que les coûts dépendent beaucoup du choix de la modalité de mise en œuvre. Nous avons vu que les programmes de plus grande échelle qui s'appuient sur du personnel non qualifié, notamment comme on l'a vu au Niger et au Burkina, ont des coûts très bas. On voit qu'au Niger, le coût est de l'ordre de $251 contre $573 au niveau de la Mauritanie ou du Sénégal, où c'est du personnel qualifié qui a été utilisé. Donc voilà en résumé les expériences que nous avons voulu partager avec vous, l'expérience du Niger et les leçons tirées à travers les différents pays du Sahel. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Je vais maintenant prendre juste une question. Et la question qu'on a, c'est que comment coordonner efficacement le travail avec des ONG ou entreprises contractualisées pour mettre en œuvre certains éléments du paquet. Comment assurer une qualité de mise en œuvre dans ce type de programme impliquant une multiplicité d'acteurs? Ici, ce qu'il faut retenir, merci beaucoup, ce qu'il faut retenir, c'est que
Ici, pour assurer une bonne coordination de la mise en œuvre, il faut d'abord clarifier les rôles et les responsabilités de chacun et faire un dispositif organisationnel clair qui sera partagé avec tous les acteurs de mise en œuvre sur le terrain. Il faut également noter qu'il faut définir clairement les modes de communication interne et les canaux de transmission de l'information. Il faut s'accorder sur les messages clés du projet à partager et les partager avec l'ensemble des acteurs du projet, mais également, il faut harmoniser les terminologies à utiliser dans le cadre de cette communication-là au niveau du projet. Donc, voilà quelques éléments qui permettent d'améliorer la coordination dans le cadre d'un programme multi-acteurs. J'aimerais dire à tout le monde que vous pouvez écrire dans le chat publiquement d'ici peu aussi vos questions. Et maintenant, j'aimerais bien passer à Patrick Prémont. Merci beaucoup, Monsieur Bassiro, pour votre intervention et votre présentation. Patrick Prémont, qui est le Senior Economist de la Banque mondiale. On va maintenant entendre les résultats et l'échange. Merci beaucoup. Merci Marvi. Je crois que vous pouvez voir mes diapositives. C'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui pour présenter certains des résultats principaux des évaluations d'impact des mesures productives à travers le Sahel. Comme Thomas l'a mentionné tout à l'heure, le programme d'inclusion productive du programme de protection sociale adaptative était un paquet de différentes mesures. Et dans le cadre de l'évaluation d'impact, on a voulu documenter dans quelle mesure ce paquet de mesures d'inclusion productive avait une valeur ajoutée au-delà des transferts monétaires des programmes nationaux. Donc, on est parti d'un ensemble de ménages et de communautés qui recevaient déjà les transferts monétaires des programmes nationaux. Dans une série de villages ou de communautés, le paquet complet d'inclusion productive a été mis en œuvre et dans un autre groupe de villages, seuls les transferts monétaires ont continué. Ça nous permet de mesurer la valeur ajoutée du paquet d'inclusion productive et on a mesuré ces impacts 18 mois après la fin du programme. L'évaluation d'impact a aussi testé différentes modalités, notamment avec ou sans composante psychosociale ou avec ou sans subvention. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus durant la présentation, mais on pourra y revenir dans la discussion. Les programmes dans le Sahel ont été mis en œuvre dans des contextes assez différents. Dans la plupart des cas, c'était en zone rurale, sauf en Sénégal, qui a mis en œuvre le programme en zone urbaine. Ça veut dire qu'au Niger, Mauritanie, en Burkina Faso, les bénéficiaires sont relativement loin des marchés, souvent à près d'1 heure du marché le plus proche. Comme Thomas l'a mentionné tout à l'heure, le Burkina Faso était marqué par un contexte de forte insécurité durant la mise en œuvre du programme. Il y avait aussi une partie du programme qui a été mise en œuvre durant Covid, donc une autre différence en termes de contexte. Les bénéficiaires ciblaient principalement des femmes. Le Sénégal a mis l'accent en particulier sur les jeunes et au Burkina, il y avait plusieurs femmes bénéficiaires par ménage. Le niveau d'éducation était très bas, moins d'1 an, sauf au Sénégal où les bénéficiaires avaient environ 5 ans d'éducation. Et en termes de socio-économique, on peut voir que c'est des populations très pauvres avec en moyenne 2 $ par jour par adulte de consommation au Niger et au Burkina et environ 4 $ au Sénégal et en Mauritanie. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé avec l'évaluation d'impact des mesures productives? Le premier résultat important porte sur l'augmentation de la consommation des membres du ménage. Vous voyez ici, en commençant à gauche, la barre grise montre la moyenne dans le groupe témoin de la consommation au Niger et la barre jaune montre que parmi les populations qui ont reçu les mesures productives, la consommation est 15% plus élevée 18 mois après la fin du programme. C'est un impact relativement fort. On voit aussi un impact relativement fort en Mauritanie, une augmentation de 11% de la consommation 18 mois après la fin du programme. Au Sénégal, on note également une augmentation d'environ 6%, un petit peu plus basse en termes relatifs, et qui est significative dans certaines spécifications. Au Burkina Faso, par contre, on n'a pas d'effet positif dans le contexte un peu plus difficile que Thomas a souligné tout à l'heure. Mais globalement, on voit une tendance à l'augmentation relativement marquée de la consommation
parmi les bénéficiaires des paquets productifs. Le deuxième résultat très fort, c'est quand on regarde l'augmentation des revenus dans les activités génératrices de revenus des femmes bénéficiaires. Et là, on voit des impacts qui sont extrêmement forts. On voit par exemple au Niger une augmentation de près de 270 $ par année des revenus des femmes bénéficiaires. De la même manière, environ 200 $ en Mauritanie et près de 300 $ d'augmentation des revenus dans ces activités non agricoles au Sénégal. Au Burkina Faso, par contre, on a un effet qui est positif, mais qui est beaucoup plus faible et pas statistiquement significatif. Mais globalement, ces impacts sont extrêmement forts, donc plus de doubler les revenus des activités non agricoles, notamment au Niger et en Mauritanie, mais aussi des impacts forts au Sénégal. L'autre dimension dans laquelle on voit des impacts qui sont très forts, c'est en termes de participation à l'épargne. 18 mois après la fin de l'appui du programme, on remarque qu'en Burkina, près de 90% des bénéficiaires sont toujours actifs dans des groupes d'épargne, de la même manière au Niger et des taux élevés aussi dans les autres pays. Cela se traduit en une forte augmentation des contributions au groupe d'épargne. Donc, les individus, une année après la fin du programme, continuent à avoir une épargne beaucoup plus conséquente. Et ces effets sont particulièrement forts au Burkina Faso. On se demande si, dans le contexte du Burkina Faso, dans un contexte avec beaucoup d'insécurité et de risques, les ménages n'ont pas préféré de mobiliser une épargne de précaution, donc d'épargner fortement, plutôt que d'investir, dans certains cas, dans des activités génératrices de revenus. Ces impacts économiques, globalement, sont très forts et impliquent un fort retour sur investissement ou une forte efficacité des paquets productifs par rapport au coût. Donc, ce diagramme vous montre les rapports bénéfice-coût. Vous voyez par exemple là, tout à gauche, au Niger, un ratio bénéfice-coût d'environ 1,3 au moment de la sortie de bénéficiaire du programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les impacts sur la consommation dans les 18 mois après la fin du programme sont déjà 1,3 fois supérieurs au coût du programme. De la même manière au Sénégal. Si on fait des hypothèses sur que les impacts diminuent petit à petit dans le temps, donc diminuent de moitié en particulier chaque année, on obtient les ratios qui sont à droite, où on voit que les impacts sur la consommation au Niger sont plus de 2 fois supérieurs au coût du programme et de la même manière 1,7 fois supérieurs au Sénégal. Donc ça, c'est des extrêmement bonnes nouvelles pour nos collègues qui discutent avec les ministres des Finances pour montrer que c'est des programmes qui sont extrêmement rentables avec un fort retour sur investissement. Donc, non seulement c'est faisable pour les gouvernements de mettre en œuvre ce genre de programme, mais c'est aussi faisable de le faire avec un fort retour sur investissement. Au-delà des impacts économiques, on a également pu documenter toute une série d'impacts dans les domaines psychosociaux, le bien-être psychologique et social, notamment des impacts très forts au Niger, mais aussi assez marqués en Mauritanie et dans certaines dimensions au Burkina Faso. On a par contre eu moins d'effets sur les indicateurs de bien-être psychologique et social au Sénégal, dans le contexte urbain où les individus ont un niveau d'éducation plus élevé et peut-être aussi des aspirations plus élevées. Dans le cadre des évaluations d'impact, on a aussi pu montrer qu'il y avait une contribution importante des interventions psychosociales qui font partie du paquet. Et notamment, ces composantes psychosociales contribuent aux impacts économiques au Niger et en Mauritanie. Les paquets qui ont des interventions psychosociales ont un retour sur investissement particulièrement fort, et le plus fort au Niger et au Sénégal. Et donc, ça montre que ce n'est pas seulement les interventions économiques qui ont un fort impact, c'est également l'intégration de composantes multidimensionnelles et de composantes psychosociales qui contribuent au fort retour sur investissement du paquet productif. Pour conclure, donc, on a documenté des forts impacts économiques du paquet productif. On a documenté également un fort retour sur investissement et donc, d'une certaine manière, les mesures productives contribuent à l'efficacité du système de protection sociale adaptative. Elles contribuent aussi à d'autres objectifs politiques en termes de réduction de la pauvreté, de qualité des emplois, d'autonomisation des femmes, de résilience. Donc, elles permettent aussi au système de protection sociale d'atteindre des objectifs plus larges en termes de politique de développement. Et globalement, les résultats sont vraiment probants et fournissent une très bonne raison ou un très bon argument pour passer ce genre de mesures à l'échelle dans le cadre des systèmes nationaux, quelque chose que M. Hamad Diallo va pouvoir
élaboré dans son intervention. Merci à tous. Merci beaucoup, Patrick. Maintenant, je vais passer à M. Amadiane Diallo de Sénégal pour donner la perspective régionale. Merci, M. Diallo. À vous. Merci beaucoup. Je m'associe au remerciement de mes prédécesseurs. C'est vous qui... Je mets les slides ou bien c'est vous-même? OK. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous venez de le noter à travers la présentation de Patrick, les résultats probants des évaluations d'impact ajoutés aux leçons apprises de l'expérience des pilotes ont véritablement encouragé la mise à l'échelle dans plusieurs pays. Slide. En effet, de 73 000 ménages bénéficiaires, nous allons passer à environ 350 000 ménages bénéficiaires à l'horizon 2027. C'est déjà en cours au Sénégal et au Tchad avec respectivement 45 000 et 30 000 ménages bénéficiaires. Slide. Au Sénégal, comme vous le voyez sur les deux cartes, le gouvernement a décidé de tout de suite passer de 4 régions à toutes les 14 régions du pays. Et en plus, 2 autres phases de 40 000 ménages bénéficiaires chacune sont déjà planifiées. Et pour le Tchad, nous passons, comme vous le voyez, de 3 à 4 provinces. Et une phase prochaine de 30 000 ménages bénéficiaires est déjà planifiée. Slide. Slide, s'il vous plaît. Je vais vous présenter maintenant quelques adaptations majeures effectuées dans mon pays, le Sénégal. Le slide n'est pas visible sur mon écran. OK. Et ces adaptations-là sont faites pour plus d'efficacité et de prise en compte de la diversité des besoins. J'ai l'impression qu'on a perdu. Oui, on a perdu, monsieur. Est-ce que. Non, c'est bon, je suis revenu. Maintenant, on peut vous entendre. Voilà, il y avait un petit bug d'Internet. OK, j'étais en train de parler donc de ces quelques adaptations majeures effectuées dans mon pays, donc le Sénégal. Et ces adaptations sont effectuées pour plus d'efficacité et de prise en compte de la diversité des besoins. Donc, à la lumière des différentes évaluations et des retours d'expérience, le programme se compose désormais de 4 mesures phares au lieu de 6 initiales présentées par Thomas tout de suite. La mise à l'échelle se fait de manière donc quantitative en termes de couverture, mais aussi qualitativement avec une évolution programmatique. Les préalables à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement sont les formations du personnel de terrain, donc avec des manuels et des outils mis à jour simplifiés pour faciliter donc la démultiplication auprès d'un public majoritairement adulte et analphabète. Ce personnel de terrain est recruté aussi en tenant compte des contextes sociaux culturels, c'est-à-dire un quota féminin ou des zones où il est plus facile que
des femmes travaillent avec des femmes, parce que majoritairement, on a des bénéficiaires femmes. Dans d'autres zones aussi, il faut une maîtrise parfaite de la langue locale. Tous ces aspects ont été tenus dans donc, le recrutement de ce personnel de terrain. L'approche andragogie est aussi privilégiée, d'autant plus que la limite d'âge de 45 ans a été supprimée en tenant compte donc des retours d'expérience et des besoins exprimés selon les contextes. Pour la mesure numéro 1, c'est la communication sur le projet et la mobilisation communautaire. Donc ici, il s'agit de séances de projection suivies de débats animés donc, par ce personnel de terrain, bon, avec des vidéos de présentation du projet, des fictions, des success stories. En fonction du milieu, là aussi, il y a une adaptation parce qu'il y a des success stories spécifiques au monde rural et celles adaptées à la ville. Pour la mesure 2, le personnel de terrain va accompagner donc les bénéficiaires à la constitution et au fonctionnement des groupes d'épargne et de crédit en utilisant notamment les vidéos 3D dont on peut, comme l'illustre la capture d'écran que vous avez en haut à droite. Pour la mesure numéro 3, donc les bénéficiaires sont formés en compétences de vie, en micro-entrepreneuriat avec des thématiques en tronc commun et des thématiques à la carte, donc des compétences spécifiques selon l'analyse des besoins. Des exemples de modules en tronc commun, en compétences de vie, connaissance, estime, affirmation de soi. Des exemples de compétences spécifiques, résolution de problèmes, prise de parole, gestion de stress. Et pour la formation en micro-entrepreneuriat, bon, quelques thématiques, plan d'affaires, accès au marché, tenue des comptes, gestion des stocks, mais tout simplifié avec l'utilisation d'images plus adaptées donc à ces publics analphabètes. Et enfin, la mesure 4 qui consiste à la subvention productive, donc un transfert monétaire en une seule fois. Au Tchad, c'est 100 000 francs CFA, donc environ 167 $ américains. Au Sénégal, 150 000 francs CFA, soit environ 251 $ américains. Et tout cela, maintenant, est couronné par une mesure transversale qui consiste en un coaching de groupe et un coaching individuel. Coaching de groupe qui a lieu pendant les réunions de groupe, généralement à la fin des réunions de groupe d'épargne et de crédit. Et le coaching individuel se fait à la besoin ou à la demande des bénéficiaires. Donc, le personnel de terrain sera au domicile des bénéficiaires pour faire ce coaching-là. Et ce coaching a lieu souvent après les formations en compétences de vie et en micro-entrepreneuriat. Slide. Ouais, pour les enjeux. Donc, de nombreux challenges s'offrent à nous. C'est pourquoi nous devons approfondir la bonne articulation avec les filets sociaux en mutualisant les outils et ressources existants. Exemple, le système de paiement des transferts monétaires. Mon ami Bassirou l'a dit tantôt, donc qui existait déjà et qu'on a utilisé. Le registre national unique pour ce qui concerne le Sénégal et la base de données aussi qui existe avec notre système d'information. Il y a aussi une bonne complémentarité entre les mesures d'accompagnement sur le capital humain pour les filets sociaux et les mesures productives. Ça, c'est important. La mobilisation aussi des dispositifs communautaires existants, donc comme le personnel endogène de proximité au Sénégal, qui ont été aussi mobilisés, donc déployés donc, pour ces projets. Comme présenté aussi par mon ami Bachirou, les fonctions de coordination sont déterminantes dans ce dispositif multi-acteurs. Ceci facilite le suivi de qualité de la mise en œuvre qui est essentiel. Donc, avec l'interconnectivité des systèmes d'information, la connexion aussi entre les programmes existants via une approche plus systémique. Les programmes offrent généralement une grande marge de souplesse pour s'adapter en fonction donc, des besoins des groupes spécifiques de la population, notamment donc, les jeunes, les handicapés, les réfugiés et les déplacés internes. Donc, ces programmes favorisent aussi le développement
de filières porteuses au niveau local et la diversification des AGR. Nous sommes donc dans une démarche d'apprentissage par l'expérience perpétuelle. C'est pourquoi ces programmes s'adaptent vraiment aux réalités locales. Cette souplesse est essentielle pour s'adapter à l'évolution des situations de pauvreté dans nos pays, voire dans toute la région du Sahel. Merci de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, je vais passer à Patrick pour une question. Patrick, pour vous, comment avez-vous fait une collecte de données aussi détaillée, psychosocial, etc., au Burkina Faso et au Niger, des zones difficiles d'accès, même pour le staff local? Merci beaucoup. Effectivement, on a fait beaucoup d'efforts pour mesurer non seulement les indicateurs économiques, mais aussi le bien-être psychosocial. Je crois qu'on a ici parmi nous Catherine Thomas, qui est une psychologue sociale, qui a travaillé avec nous dans le développement et l'adaptation des mesures avec une autre collègue, Kelsey Wright. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'efforts de développer ces mesures au niveau local, également avec des anthropologues au niveau local, avec des énumérateurs très expérimentés, les traduire en langue locale pour assurer la précision de ces mesures, et ensuite de travailler avec des énumérateurs, bien sûr, très expérimentés pour la collecte des données elles-mêmes. On a eu des forts taux de réponse dans la plupart des pays, grâce à des protocoles assez serrés. Il y a eu quelques difficultés un peu plus grandes au Burkina Faso, notamment à cause de l'insécurité qui nous a induit à ne pas pouvoir rentrer dans un certain nombre de villages pour ne pas mettre en danger les équipes. Mais globalement, les taux de réponse et les efforts nous ont permis d'avoir des données de qualité à relativement grande échelle. Et l'étude du Niger qui a été publiée l'année dernière a beaucoup de détails sur ces mesures de bien-être psychosocial, au cas où c'est quelque chose qui vous intéresse plus. Merci, Marvi. J'ai une question pour M. Bassirou. Est-ce que vous pouvez détailler les actions post-subvention en accompagnant de la mise en place des AGR accès aux marches pendant combien de temps et par qui, s'il vous plaît? On ne peut pas vous entendre, M. Bassirou. Maintenant, on peut pas. En fait, c'est le truc que ne me donne pas l'autorisation de changer de désactiver. OK, c'est bon. Donc, je m'excuse, je n'ai pas très bien saisi la question. Si vous pouvez un peu reprendre pour moi la question. La question, c'était est-ce que vous pouvez détailler les actions post-subvention, accompagnement de la mise en place des AGR, accès au marché, pendant combien de temps et par qui, s'il vous plaît? Oui, bon, comme nous l'avons dit, nous nous sommes basés, après la subvention, le suivi a été assuré par nos opérateurs de terrain qui sont toujours sur place dans les communes, mais également par les coachs qui ont été formés, notamment par rapport à cette mesure-là, l'accès au marché. Maintenant, essentiellement, c'est surtout les coachs qui ont assuré le suivi après le départ du projet, puisque c'est les coachs qui ont mis en relation les bénéficiaires avec certains acteurs étatiques pour l'accès au marché. Par exemple, la mise en relation des bénéficiaires avec les services techniques, c'est les coachs qui ont assuré cette activité-là. Et ils ont assuré ça, même à présent, plus de 2 ans après la fin du projet, certains coachs continuent à encadrer les bénéficiaires pour les encadrer comment mener leur activité génératrice de revenus. Merci beaucoup, monsieur. Et maintenant, je vais passer pour la fermeture de panel à Madame Nathalie Laidler-Kylander, le président de Trikala. À vous, Madame. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous. J'ai quelques observations. Je vais essayer de rester assez brève. Nous avons en face de nous 2 forces globales très importantes, c'est-à-dire le réchauffement climatique, ce qui impacte le nombre de réfugiés que nous allons voir à travers le monde, mais aussi
une croissance de vulnérabilité des gens déjà très pauvres et vulnérables. Donc, c'est un contexte assez effrayant qui est accumulé par aussi une croissance de l'inégalité économique que nous avons vécue pendant plusieurs décennies. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, mais le besoin en ce qui concerne le soutien de populations vulnérables va augmenter certainement dans les décennies à venir. En ce qui concerne notre secteur, il y a deux dynamiques qui sont en jeu en ce moment, qui sont très intéressantes. D'abord, le rapprochement des secteurs humanitaires et du développement international, ce qui fait que ces deux secteurs se rejoignent de plus en plus et les acteurs dans ces deux secteurs vont pouvoir travailler ensemble, en particulier pour les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Il y a aussi, je pense, qu'on a vu ici aujourd'hui, mais dans beaucoup d'autres contextes aussi, un accroissement des partenariats entre ONG et gouvernement et aussi peut-être avec le secteur privé. Et ceci, je pense, va être quelque chose de très positif et qui va continuer et qui est très important. Je voulais reprendre quelques points que mes collègues ont déjà décrits et je voudrais faire une petite note sur les volontaires communautaires parce qu'on a trouvé que ces volontaires communautaires dans nos programmes ont un rôle très important parce qu'elles sont souvent des coachs féminins, mais aussi elles ont la possibilité d'établir des liens. Elles ont une connaissance du contexte et elles peuvent avoir un lien très important avec la population, les participants de programmes. Et donc, en fait, elles sont très efficaces, non seulement parce qu'elles restent en place, comme a dit mon collègue, mais aussi parce qu'elles comprennent très bien les conditions de vie des participantes. Et donc, elles sont très efficaces et je pense que leur utilisation dans les programmes suivants c'est une très bonne idée. Je pense aussi qu'on a vu ici que le paquet complet pour l'inclusion économique est extrêmement rentable et efficace. Et donc, ça, c'est sur des conditions très différentes, avec des populations très différentes. Et ça, c'est, je pense, extrêmement positif. Je voulais aussi parler très brièvement du groupe d'épargnement, parce que je pense que c'est au sein de ce groupe-ci qu'en fait, il y a beaucoup de soutien psychologique entre les femmes. Et donc, le coaching est extrêmement important, mais aussi le fait de faire partie ou pas faire partie d'un réseau de ce groupe d'épargnement a aussi une valeur psychosociale très importante et qui, à notre avis, fait partie de l'impact de résilience. Donc, la résilience se fait en partie parce que, comme on a vu avec les résultats, il y a beaucoup d'épargnement et cet épargnement permet un coussin de résilience pour les familles. Donc, quand un choc économique subvient, il y a une possibilité d'avoir quelques mois d'épargne qui permettent de ne pas perdre l'élan que les familles ont déjà. Mais aussi, la résilience dépend de liens sociaux qu'on établit. Et donc, cette résilience qui est bâtie par l'appartenance à ces groupes d'épargne est quelque chose de très important aussi. Pour ce qui est possible dans le futur, moi, je suis très optimiste. On sait que l'inclusion économique par les programmes qu'on a vus aujourd'hui sont efficaces sur beaucoup de populations différentes, y compris les populations de réfugiés, les personnes handicapées, et beaucoup d'autres populations vulnérables.
Les coûts sont peut-être un peu différents et dépendent du contexte et je pense de la vulnérabilité du groupe, mais dans tous les cas qu'on connaît, c'est possible de voir un très bon rendement et efficacité qui dure dans le temps. Et c'est ça que je voudrais souligner aussi, c'est que c'est un résultat qui, une fois mise en place, peut avoir des résultats à long terme très importants, non seulement pour la famille actuelle, mais pour les enfants de ces familles, parce qu'on sait que les femmes qui ont des ressources et qui ont aussi la possibilité de prendre des décisions sur ces ressources, investissent principalement en éducation, en santé et en nutrition. Et donc, l'impact intergénérationnel est très important et extrêmement je pense, réjouissante. Je pense qu'il faudra continuer à collaborer entre ONG et gouvernement et d'autres acteurs et que c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment souligner et entreprendre ces initiatives à une grande échelle. Et je voudrais dire aussi que on va continuer toujours à avoir des petites innovations. Donc, des innovations technologiques, bien sûr, au niveau des coachings digitales, par exemple, qui réduisent les coûts d'intervention, mais aussi continuer à adapter les programmes pour faire face notamment au réchauffement climatique et aux diverses groupes et problématiques que les divers groupes auxquels ils font face. Voilà, je m'arrête là. Juste pour dire que pour moi, dans le futur, c'est possible d'éliminer la pauvreté extrême. Je suis tout à fait d'accord et je pense optimiste. On a 650 millions de personnes qui sont en pauvreté extrême, mais avec les gouvernements comme on a vu aujourd'hui, c'est possible, en collaboration avec les ONG et avec les gouvernements, d'éliminer la pauvreté dans le monde entier. Et je pense que c'est économiquement nécessaire et aussi au niveau justification du monde qu'on veut, dans le monde dans lequel on veut vivre. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie, pour votre très positive conclusion. J'aimerais juste ajouter et j'aimerais juste vous demander un peu plus si vous pouvez parler à propos de malnutrition et nutrition, le bataille qu'on a dans le monde entier et ce que vous avez vu dans votre programme, s'il vous plaît, pour réduire le malnutrition. Oui, donc effectivement, dans nos programmes, on ne mesure pas la nutrition telle qu'elle, mais on mesure la possibilité de famille de pouvoir manger de façon régulière. Donc, food security est la mesure qu'on utilise, nous, plutôt que de la nutrition telle qu'elle. Mais on sait que les femmes qui ont un revenu dont le revenu augmente, font en priorité des dépenses sur l'alimentation de leur famille, l'éducation et la santé aussi. Donc, pour moi, l'émancipation économique des femmes est le meilleur moyen d'avoir un impact sur les problèmes de nutrition et de food security de population. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai vu les mêmes choses quand j'étais ministre au Pakistan, les mêmes choses que vous avez dit maintenant. Merci beaucoup pour votre présentation. Maintenant, on a à peu près 30 minutes pour les questions. Je vais prendre des questions de chat et ce que je vais commencer par, c'est une question à M. Diallo et à M. Thomas. Les mesures d'inclusion productive dont les impacts sont jugés satisfaisants ont-ils intégré les diagnostics territoriaux et les compétences physiques, âge et état sanitaire, social et financier pour mieux adapter les mesures selon les cibles et zones géographiques? À vous.
Je vais peut-être commencer la réponse et puis Amadiane pourra compléter sur la base de l'expérience actuelle au Sénégal. Ça te va, Amadiane? Oui. OK. Euh, Parce que donc, Oui, dans la première phase, donc dans la phase pilote dont on a parlé, il y a eu un très grand effort de diagnostic pour analyser les contraintes auxquelles faisaient face les ménages, mais où on a surtout insisté sur les similitudes et pour voir ce qui, au travers du Sahel, constituait des contraintes communes. Et il y en avait beaucoup en réalité, hein, sur les problèmes d'accès aux formations, d'accès au capital, de cohésion sociale et de soutien que les ménages recevaient de la communauté, de compétences de vie. Tout ça est apparu de façon assez commune entre les pays. Et donc, le paquet initial a été conçu sur cette base-là, mais avec quand même un fort accent mis sur la souplesse qui pourrait être prise par les intervenants de terrain pour s'adapter aux conditions de chacune des communautés ou à l'état psychologique ou économique des bénéficiaires. Comme vous l'avez vu, une grande partie de la mise en œuvre repose sur des intervenants de terrain très localisés qui connaissent bien les communautés, des volontaires communautaires qui ont une grande marge de manœuvre pour décider des thématiques les plus importantes ou des meilleures façons de soutenir les populations. Et donc, le programme avait cette souplesse. Maintenant, dans les évaluations, Patrick en a parlé un peu, mais on pourrait élaborer beaucoup, mais il y a des variations entre pays et certaines composantes ont été apparemment moins efficaces dans certains contextes. Et un exemple qui mérite d'être noté, c'est les interventions psychosociales ont eu moins d'impact positif dans le monde urbain sénégalais, alors qu'elles ont montré un impact très fort et ça a beaucoup amplifié les impacts positifs au Niger ou en Mauritanie, par exemple. Ce qui donc appelle à une plus grande différenciation quand on passera à l'échelle et à une plus grande prise en compte encore des différences entre les besoins de différentes communautés quand le programme va s'étendre. Et là, je vais peut-être inviter Amadiane à nous dire un petit peu comment cette différenciation va être prise en compte au Sénégal pour que chacun bénéficie le plus de mesures adaptées. Amadiane, si tu veux bien prendre le relais. Merci beaucoup Thomas. Hein. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais simplement, par exemple, pour l'aspect formation spécifique, les thématiques spécifiques, dire que les accompagnateurs, bon, on appelle ça accompagnateurs, c'est le personnel de terrain, ont été formés, donc leurs capacités ont été renforcées en diagnostic et en analyse des besoins en formation. Et les résultats de le diagnostic permettent un peu de revoir un peu les thématiques complémentaires qui sont au-delà des thématiques en trop commun sur cet aspect. Et la différenciation entre milieu rural et ville aussi est prise en compte voilà, dans toutes nos mesures, globalement. Merci. Merci tous les deux. Pour Amadiane, j'ai une question. Comment assurer une qualité de mise en œuvre dans ce type de programme impliquant une multiplicité d'acteurs? Merci beaucoup pour la question. Voilà, bon, d'abord, le premier élément, ce sont les fiches de poste, les job descriptions, pour avoir les bonnes compétences au bon poste. Ça, c'est l'élément essentiel, central, qui nous a permis, entre autres, vraiment d'avoir de bons profils pour les différents postes. Il faut prévoir aussi des outils qui sont adaptés, voilà, comme des tablettes, parce qu'on est à l'ère des applications qui nous permettent voilà, d'aller vite dans les enquêtes, dans les données, voilà, pour renseigner les indicateurs suivi évaluation et de remonter plus facilement ces informations-là. Et prévoir aussi des outils de supervision et de suivi évaluation qui sont adaptés à chaque type d'acteur pour chaque activité. Voilà. Globalement,
C'est ça que nous avons comme élément de réponse voilà, sur cette préparation. Merci. Merci, monsieur. Et maintenant, pour monsieur Bassirou, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur vos prévisions en termes de mise à l'échelle à Niger, s'il vous plaît? OK, merci beaucoup. Au Niger, actuellement, nous avons prévu 120 000 ménages, dont environ 30 000 qui seront pris en charge par l'UNICEF. Les 30 000 ménages qui seront, bon, c'est 27 700 et quelques qui seront pris en charge par l'UNICEF, auront intégralement le paquet complet. Au niveau du projet filets sociaux sur financement Banque mondiale, nous avons les 80, tout le reste, sur les 120 000, tout le reste des ménages bénéficiaires vont recevoir les paquets d'inclusion productive, parmi lesquels 60 000 vont avoir le paquet complet. Donc, ça fait les 120 000. Sur les 120 000, nous avons à peu près 87 000 et quelques qui vont avoir le paquet complet. Et le reste, comme c'est dans les mêmes villages, ils vont profiter des autres paquets, mais sans la subvention, puisque c'est la subvention qui est le paquet le plus lourd. Nous avons déjà commencé pour la mise à l'échelle, les 27 000 et quelques de l'UNICEF, nous avons déjà démarré. Pour le projet filets sociaux, là également, pour les 60 000, nous avons déjà recruté tous les prestataires. À partir de ce mois d'avril, là, nous allons commencer à dérouler sur le terrain. Les 31 000 qui restent, c'est en 2024 que nous allons les enrôler. Voilà, je vous remercie. OK, merci à vous encore. Qu'a-t-on fait pour s'assurer que les volontaires communautaires non qualifiés pourraient transmettre des compétences de vie dont on sait qu'elles nécessitaient une certaine expérience pour être bien exécutées? Que recevaient ces volontaires de la part de projets comme motivation, s'il vous plaît? L'expérience du Niger, au Niger, nous avons prévu 10 000 francs CFA par mois pour chaque volontaire. Ça, c'est le projet qui le paye. Mais au-delà de ces 10 000 francs CFA, en fonction du nombre de bénéficiaires encadrés par le volontaire, chaque mois, chaque bénéficiaire cotise 100 francs CFA. Puisque ici, nous avons des volontaires qui encadrent à peu près 2 à 4 groupes. Donc, si un volontaire encadre 4 groupes, c'est des groupes de 25 bénéficiaires. Donc, ça fait 100 bénéficiaires. 100 bénéficiaires fois 100 francs, ça fait déjà 10 000. Donc, déjà, ça fait à peu près 20 000 francs par mois pour un volontaire. C'est déjà suffisant pour les motiver à accompagner. Actuellement, nous avons vu, après le départ du projet pour la phase pilote, actuellement, les volontaires sur le terrain continuent à encadrer les bénéficiaires en matière de coaching individuel et coaching de groupe. Et les bénéficiaires continuent à cotiser les 100 francs CFA par mois pour donner à ces volontaires-là. Ce qui montre démontre l'avantage dont j'avais parlé dans ma présentation de s'appuyer sur les volontaires locaux. Ils restent toujours sur place et on peut les motiver avec peu de moyens. OK. La même question pour Monsieur Bassirou, s'il vous plaît. Monsieur Amadian, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup pour le cas du Sénégal. Bon, peut-être qu'il y a une petite différence parce que là, nous travaillons avec un cabinet qu'on appelle cabinet principal qui est chargé un peu de former des formateurs qui sont issus de cabinets secondaires. Donc, c'est en fait des cabinets secondaires qui sont spécialisés dans ces types de formations en compétences de vie et micro-entrepreneuriat. Donc, c'est ces formateurs-là qui vont aller démultiplier ces formations au niveau des bénéficiaires directement. Oui, avec quand même l'appui de ces agents endogènes de proximité qui sont ici au Sénégal, chargés un peu voilà, d'informer les bénéficiaires qu'il y aura une formation, en fait, de faire une organisation logistique et tout. Parce que le rôle, quand même, est prépondérant et important. Mais pour les compétences de vie, comme vous le dites, c'est vraiment
des formateurs spécialisés, capacités qui vont faire voilà, ces séances. Merci. Une autre question pour vous. Sur l'expérience du Sénégal, comment se fait la prise en compte des personnes handicapées, s'il vous plaît? Bon, au Sénégal, parce que le projet appuie et complète le programme national de bourse de sécurité familiale. Donc, au niveau du ciblage, quand on cible un ménage, il se peut qu'il y ait des handicapés. Donc, c'est comme ça, on essaie d'avoir les informations dans ces ménages-là, il y a combien d'handicapés. Parce que le programme de bourse aussi a une partie réservée à des handicapés. Donc, quand on tire un village ou un quartier, bon, en fait, parce que le ciblage a été fait pour un tirage au sort. Donc, quand on tire un village ou un quartier, donc tous les ménages bénéficiaires de bourse de sécurité familiale au Sénégal sont bénéficiaires du projet. Donc, forcément, on a des ménages où il y a des handicapés parce que les bourses les prennent en compte. Voilà. Maintenant, dans les informations qui sont recueillies, on essaie un peu de voir voilà, combien il y a d'handicapés au niveau des participants. Merci. D'accord, merci. Et maintenant, une question pour Patrick, s'il vous plaît. Comment la vulnérabilité climatique a été prise en compte dans la conception du programme de SAC-SSP et y a-t-il, des impacts spécifiques sur la résilience climatique? Merci beaucoup. Je pense que c'est un sujet extrêmement important, comme Nathalie l'a aussi mentionné. Et c'était vraiment au cœur des préoccupations quand on a fait la conception du programme tous ensemble. Comme Thomas l'a brièvement mentionné, il y avait vraiment deux sources d'inspiration pour le programme. La première, c'était les évidences sur les programmes multidimensionnels de graduation ou d'inclusion économique. Mais la deuxième, c'était aussi des évidences qui avaient montré que les programmes qui favorisent la diversification économique des ménages les plus pauvres, en leur permettant non seulement d'avoir revenus dans l'agriculture ou du bétail, mais aussi d'autres activités, permettre à ces ménages de mieux gérer les chocs climatiques, parce qu'ils ont plus de sources de revenus, donc ils sont plus diversifiés. Et c'était vraiment au cœur des objectifs du programme ici. Donc, le programme d'inclusion productive visait à favoriser la diversification économique. On a une petite vidéo au Niger où on dit si le rythme de la musique change, le pas de danse doit aussi changer. Et c'était un peu une des idées sur lesquelles on a beaucoup travaillé avec les bénéficiaires. Comment diversifier ces activités pour pouvoir faire face aux chocs. Et donc, en pratique, on voit un fort impact sur la diversification des activités économiques, une forte entrée dans différents types d'activités non agricoles, notamment aussi une diversification dans l'agriculture d'une certaine manière. On n'a pas encore pu montrer que ça permettait aux ménages de mieux gérer les chocs climatiques. C'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, même si on a montré des mécanismes similaires au Niger dans le cadre du programme transfert monétaire. Donc ça, c'est un des grands mécanismes qu'on a exploré. Ensuite, bien sûr, Nathalie en a ébauché d'autres. L'aspect d'épargne pour gérer les chocs, l'aspect aussi de liens sociaux qui permet de gérer d'avoir des mécanismes de solidarité communautaire aussi pour répondre aux chocs climatiques. Le dernier point peut-être lié à ça, c'est que les programmes ont été mis en place avant le Covid, sauf au Burkina qui s'est mis en place en partie vers la fin durant le Covid. Et ce qu'on a pu aussi voir au Sénégal, et peut-être que Thomas pourra compléter, c'est que le programme d'inclusion économique a permis d'avoir une plus grande résilience des petites entreprises, des ménages, qui ont permis de mieux soutenir le choc dû au Covid grâce au programme. Donc, il y a aussi cette résilience plus large au choc de pandémie que le programme a pu renforcer. Mais on espère encore peut-être vous revenir dans le futur avec plus d'évidence là-dessus. C'est vraiment une des priorités pour nous pour les prochains mois. Merci beaucoup. Merci. Juste avant que vous partez, Nathalie, j'ai une question pour vous. Quelles adaptations ont été prévues pour les réfugiés, déplacés internes et personnes fragiles, s'il vous plaît?
Oui, merci. Je suis vraiment désolée de devoir partir dans une minute, mais c'est une question très importante. On travaille avec les réfugiés depuis, je pense, 7 ou 8 ans dans les camps de réfugiés, mais aussi au sein des communes qui accueillent les réfugiés. Et une des choses la plus importantes quand on travaille avec les réfugiés, c'est d'apporter le programme, ce programme d'inclusion économique, non seulement pour les réfugiés, mais aussi pour les populations qui accueillent ces réfugiés, parce que c'est souvent des populations aussi extrêmement vulnérables et fragiles. Donc ça, c'est une première chose. Dans certains contextes, les réfugiés n'ont pas le droit d'acquérir des terres, et donc les types de micro-entreprises qui leur sont ouverts sont un peu plus limités, par exemple. Ce qu'on a aussi fait avec les réfugiés, enfin des populations réfugiées et d'autres populations, c'est de commencer à établir des micro-entreprises avec plusieurs personnes, hein, c'est-à-dire des entreprises un peu plus grandes, hein, avec une douzaine de femmes, par exemple, qui se réunissent, hein, et ce qui permet d'avoir accès au marché et avoir aussi des coûts moins importants sur leur business. Donc ça, c'est une innovation avec laquelle on est en train d'essayer de s'adapter pour s'assurer que les femmes dans nos programmes continuent, si vous voulez, ce cheminement vers une plus grande résilience et prospérité. Donc, ça, ce sont deux choses avec lesquelles nous travaillons dans les populations de réfugiés. Et je suis vraiment désolée, je dois partir. Je vous remercie tous beaucoup. D'accord, merci beaucoup Nathalie. Au revoir. Est-ce que je peux demander à Patrick et Thomas, quelles sont selon vous les interventions que les gouvernements pourraient abandonner en passant à l'échelle pour simplifier la mise en On a perdu Marvi, mais je crois que la question c'était de savoir comment est-ce qu'on peut simplifier. Voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous pouvez, quelles sont selon vous les interventions que les gouvernements pourraient abandonner en passant à l'échelle pour simplifier la mise en œuvre et réduire le coût? Est-ce que vous pouvez entendre? Oui, vous avez entendu? Merci Marvi. Donc effectivement, l'évaluation d'impact, c'était une des questions clés. Comment est-ce qu'on peut avoir le paquet minimum possible pour atteindre l'impact maximal par rapport au coût? Et là, ce qu'on a vu, on est encore en train de confirmer les résultats pour la Mauritanie et le Burkina Faso, mais en tout cas, pour le Sénégal et le Niger, globalement, on a vu que c'était le paquet psychosocial qui incluait toutes les mesures, mais pas la subvention productive, qui avait les impacts les plus forts par rapport au coût. Et donc, si on regarde seulement cet indicateur de rendement, donc d'efficacité par rapport au coût, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir la subvention dans le paquet productif, en tout cas pour les impacts qu'on a mesurés jusqu'à environ 18 mois après la fin du programme. Toutefois, on a aussi remarqué que le paquet complet, qui incluait aussi la subvention, avait des impacts relativement forts et des impacts relativement forts aussi sur l'accumulation d'actifs. Donc, c'est possible que dans le futur, si on regarde la durabilité des impacts durant les prochaines années, c'est possible que l'efficacité par rapport au coût du paquet complet rattrape d'une certaine manière l'efficacité par rapport au coût du paquet psychosocial. Donc, je dirais que s'il y a une chose qu'on pourrait considérer ne pas avoir à ce stade, ça serait peut-être la subvention, mais je dirais que ce serait important de voir les résultats prochains des enquêtes à long terme pour confirmer ce choix-là. Et c'est quelque chose que je crois l'équipe de Bassirou au Niger a beaucoup réfléchi à comment passer à l'échelle, et ils ont un mélange de ces deux paquets, le paquet complet et le paquet psychosocial, justement sur la base de ces rendements qui ont pu être documentés. Peut-être un mot. Monsieur Bassirou, vous avez quelque chose à ajouter, peut-être?
Non, c'est bon, hein, c'est bon. Effectivement, c'est parce que le paquet psychosocial a un impact fort que nous n'avons initialement, nous n'avons pas prévu d'enrôler les 120 000 ménages. Hein, mais c'est parce que nous avons vu que nous pouvons enrôler les 120 000 ménages à moins de coûts que nous avons décidé de prendre le reste des ménages là pour le paquet psychosocial. D'accord. Et maintenant, pour Amadienne, comment expliquer le grand intérêt que les gouvernements portent aux programmes productifs, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Donc, ce grand intérêt, voilà, se justifie par l'efficacité démontrée par les chiffres. Bon, Patrick a fait l'exposé, mais aussi rapporté par les bénéficiaires et les autorités elles-mêmes. Le souci aussi de compléter les transferts sociaux par les AGR, comme je l'ai dit tantôt, par exemple au Sénégal, le programme national de bourse, le projet d'inclusion productive complète et appuie ce programme national de bourse de sécurité sociale, voilà, avec l'appui aux AGR. Et puis, on l'a dit tantôt, l'économie locale, voilà, il y a une dynamisation de l'économie locale à travers donc, ces AGR et une cohésion sociale, surtout à travers ces groupes d'épargne et de crédit qui sont des lieux de rencontre, voilà, de ces bénéficiaires. Voilà, merci, voilà quelques réponses. Peut-être je laisse mon ami Bachirou compléter, s'il veut. C'est bon pour moi, c'est bon. OK, et j'ai une question pour Thomas et Amadienne. Dans la formation en micro-entrepreneur, il était pris en compte la démarche chaîne de valeur ou filière porteuse au Sénégal lors de la mise à l'échelle. Ne faudra-t-il pas le systématiser dans tous les pays pour que les AGR soient plus porteuses et se développent en cohérence avec l'économie de pays? Je crois une des leçons qui a été retirée pendant l'atelier de Dakar, c'était justement d'essayer de renforcer cet aspect dans les programmes. Comme vous l'avez entendu, on a eu un module d'accès au marché qui a été mis en place de façon assez différente selon les pays et qui intégrait dans certains cas une réflexion sur les chaînes de valeur, les débouchés, comment inscrire les bénéficiaires dans une dynamique économique locale. Mais on ne peut pas dire que ça a été poussé beaucoup dans la phase pilote et un des points qui est ressorti des leçons opérationnelles, c'est justement d'essayer de mieux faire ce lien et d'impliquer des acteurs économiques locaux pour que les bénéficiaires du programme soient intégrés dans ces chaînes de valeur. Alors, au Sénégal, effectivement, il y a un accent qui a été mis sur ce point dans la mise à l'échelle. Mais je pense que c'est un élément qui peut être renforcé et qui peut être aussi mis en lien avec le fait de donner au groupe la possibilité, s'ils le souhaitent, d'investir et d'entreprendre ensemble. Ce qui n'a pas été tellement le cas dans la phase pilote, où c'était surtout des projets individuels. Mais justement, pour s'inscrire dans une perspective de développement économique et dans une chaîne de valeur, il peut être important que les bénéficiaires se mettent ensemble pour avoir une taille critique, une taille plus importante d'entreprise et faciliter ces liens économiques. Donc, ça fait partie, je pense, des innovations qui devraient avoir lieu dans les années qui viennent et dans les phases prochaines de mise en œuvre de ce programme. En tout cas, c'est un très bon point. Peut-être qu'à Madiane, où je sais que Ibrahima Diallo est aussi connecté, qui a beaucoup travaillé sur le programme Sénégal, pourrait compléter sur l'exemple du Sénégal en particulier. Merci. Bon, je laisse Ibrahima. Bon, Sinon... on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vous pouvez dire quelque chose, vous avez une minute. Bon, c'est tout simplement pour dire au Sénégal,
on profite un peu du coaching de groupe, peut-être pour inviter certains staffs des services déconcentrés de l'État à faire voilà, du coaching pour pousser un peu les bénéficiaires à comprendre dans quel maillon de la chaîne de valeur il faudra investir. Voilà, merci. Merci. Et je passe à Patrick maintenant. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur ce sujet, mais peut-être juste pour peut-être partager un petit mot et dire que ça a été vraiment un honneur de travailler avec tous les partenaires ici et Nathalie a mentionné tout à l'heure, le partenariat avec les équipes de mise en œuvre des différents pays, avec Amadiane, Karim Bassirou et toutes les équipes des 6 pays du Sahel a été extrêmement enrichissant pour nous. Les partenariats également avec les ONG et Tricolop, avec Sésame qui est représenté ici dans la salle. Et je crois que c'est après plusieurs années d'apprentissage opérationnel, d'apprentissage d'évaluation, je crois que ça a été très, très enrichissant de pouvoir extraire toutes ces leçons apprises. Donc, on est vraiment très curieux de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre maintenant de la phase du passage à l'échelle. Et on se réjouit de revenir dans quelques années et de voir ce qu'on a appris de cette phase de passage à l'échelle. Donc, encore une fois, je crois que c'était un grand honneur pour Thomas et moi de coordonner cette activité au niveau de la banque. Et j'en profite pour mentionner que dans les prochaines semaines, Margot Vines, qui est ici dans la salle, va prendre le relais de la coordination régionale et on espère que, encore une fois, on aura beaucoup appris dans quelques années de cette étape importante de passage à l'échelle à travers les différents pays. Merci, Marvie. Bienvenue à Margot alors. Maintenant, j'aimerais bien, avant la fermeture de cet webinaire, j'aimerais que vous preniez un moment pour répondre au sondage Zoom qui s'affiche à l'écran. Est-ce que c'est sur votre écran? Est-ce que vous pouvez le voir? Patrick? Oui. Claudia? Oui? D'accord. Alors, la question c'est, utiliseriez-vous les idées et le matériel de cette session pour vos futurs travaux dans ce domaine? 1, tout à fait d'accord. 2, d'accord. 3, ni d'accord ni en désaccord. 4, pas d'accord. 5, pas du tout d'accord. Et la seconde question, est-ce que je peux passer sur la seconde question? D'accord. Et attendez, le résultat, c'est, voilà, tout à fait d'accord. Bon. Alors, la seconde question, c'est, attendez, recommanderiez-vous cette série de webinaires à vos collègues? C'est tout à fait d'accord, d'accord, ni en désaccord, pas d'accord et pas du tout d'accord. Bon, je crois qu'on a fini le poll et j'aimerais dire merci à tout le monde pour participer et spécialement merci à Patrick, Thomas, Amadienne, Karimou, Nathalie qui ont été là pour les présentations. On a eu une très bonne discussion. Merci à tous. Et merci à PEI, World Bank, pour un autre webinaire très intéressant. J'espère vous voir très bientôt pour les autres webinaires. Merci à tous. Au revoir. Merci aussi.